Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Alexandra Grzybowska, je suis coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième conversation littéraire de Noir Amérique, Conversation avec Blaise Ndala, animée par Rodney Saint-Éloi. Ce programme est présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Je tiens très chaleureusement à remercier nos collaborateurs qui soutiennent ce projet. Alliance française de Chicago, Délégation générale du Québec à Chicago, American Association of Teachers of French et les éditions de Mémoires d'Encrier. Noir Amérique est une série de rencontres qui nous permet de découvrir des autrices et auteurs du grand talent du continent américain, mais aussi de mettre de l'avant des valeurs de l'inclusion, du vivre ensemble et du dialogue. Je vous remercie très chaleureusement d'être avec nous ce soir. Je vous vois connectés, vous êtes très nombreux. Nous avons reçu plus de 550 inscriptions à la rencontre avec Blaise Ndala ce soir. C'est extraordinaire. Quelques informations pratiques. La conversation sera d'une durée de 40 minutes et elle sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Vous pouvez également échanger entre vous et réagir dans la boîte de dialogue tout au long de la présentation. Je vous invite à adresser vos questions dans la boîte de dialogue. Vous avez l'occasion unique de les poser, de les adresser à Blaise Ndala. Ensuite, je pourrais le poser directement à notre auteur invité. Merci également de sélectionner l'option écrire à tous les panélistes pour que tout le monde puisse prendre connaissance de vos questions et de vos commentaires. Maintenant, c'est le temps de présenter l'animateur de la série Noir Amérique, Rodney Saint-Éloi. Rodney Saint-Éloi est né à Haïti et il a plusieurs cordes à son arc. Essayiste, romancier, poète et grand éditeur. En 2003, il a fondé les éditions Mémoires d'Encrier qui font une belle et grande place aux autrices et auteurs d'origines diverses. Rodney Saint-Éloi est auteur de plus de 20 livres. Son dernier essai, Le racisme n'a jamais vu la mer, c'est un essai qu'il a coécrit avec Yara El-Gadban, est finaliste au prix des libraires 2022. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Rodney Saint-Éloi pour qu'on puisse rencontrer à travers ces dialogues notre auteur invité Blaise Ndala. Merci beaucoup Alexandra, merci au Centre de la francophonie des Amériques, merci à Blaise et merci aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. J'aime beaucoup voir défiler les lieux d'où les gens nous écrivent. Je vois un bonsoir d'Afrique, je vois Milwaukee, je vois Californie, je vois Acadie, je vois Port-au-Prince, je vois en Allemagne, donc partout on nous écoute. Je vois le Brésil, je vois Colombie. Donc, je suis très heureux. Il y a Québec, il y a Toronto, il y a naturellement Ottawa. Donc, je veux dire merci à Blaise. Blaise Ndala est auteur. Comment peut-on dire? Un auteur qui s'est taillé une place de choix dans la littérature québécoise, dans la littérature franco-ontarienne et pourquoi pas dans la littérature monde. Blaise Ndala est né en République démocratique du Congo. Il s'est installé à Ottawa en 2007 après un très bref passage à Montréal. Il a vécu en Belgique où il a fait des études de droit. Juriste, il travaille dans la fonction publique au fédéral.
On a dit Congo, on a dit Ottawa, Montréal, Bruxelles. Mais dans la géographie intime ou littéraire de Blaise Ndala, je dois revendiquer aussi le pays d'Haïti, car Blaise Ndala a vécu en Haïti. Donc, ensemble, on a voyagé aussi à Jérémie, un petit peu partout, et il a beaucoup de fans en Haïti qui le suivent sur Facebook. À 16 heures perdues, Blaise Ndala chante la rumba. Ça, c'est un secret entre nous. La rumba congolaise est protégée depuis décembre 2021 au titre de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et puis Blaise Ndala, et que ça c'est encore un autre secret, dans ses livres et dans ses conversations, il introduit des fois cette langue appelée Lingala, qui est une des 4 langues officielles du Congo, et ça me fait plaisir de l'entendre parler ou chanter en Lingala. Donc son travail d'écrivain, parce qu'il est là comme écrivain, Blaise Ndala est l'auteur, je dirais, de livres événements, de livres cultes. Il a publié 3 romans, donc Blaise a fait dans sa vie 3 grands événements. Chaque roman de Blaise Ndala est un événement, je vais vous le montrer. Son premier roman, J'irai danser sur la tombe de Senghor, publié chez Interligne en 2014, a été repris en France en 2019 par les éditions Vendailleurs. Et le livre, un premier roman d'un jeune immigrant qui a eu le prix du livre d'Ottawa en 2015. Donc, et l'événement est arrivé avec le grand réalisateur Rachid Boucharev, qui est ce célèbre réalisateur du film indigène, qui a acheté les droits de ce roman. Donc, c'est vraiment un événement majeur et que quand j'ai eu la nouvelle, j'avais un petit doute. C'est comme si je voulais voir, je voulais y croire. Et que, donc, le deuxième roman, événement de Blaise Ndala, c'est Sans capote ni Kalachnikov, publié chez Mémoire d'Encrier en 2017. Et ce roman, en 2019, a gagné, encore incroyable, le combat national des livres de Radio-Canada. Il y avait des romans, de grands romans sur ce prix-là, qui est un prix du public. C'est le public qui a voté et qui est élu dans ce cortège de voix. C'est Blaise Ndala qui a récolté le plus de voix pour le livre Sans capote ni Kalachnikov, qui assurément a eu d'autres prix. Donc, le 3e roman, Dans le ventre du Congo, a été publié chez Mémoire d'Encrier, a été publié en 2021 chez Mémoire d'Encrier, et puis au Seuil à Paris, chez Vallès en Côte d'Ivoire. Donc, et ce roman a eu de nombreux prix, dont le prix Blaise est lauréat du prix Kourouma, lauréat du prix Ivoire, et ce livre a été finaliste sur une dizaine d'autres prix. Donc, Blaise prend son temps. Et on sent dans la phrase de Blaise couler le temps, ce temps long de l'écriture. Et on sent surtout dans ses livres la connexion avec une mémoire, la mémoire ancestrale, la mémoire de l'Afrique, la mémoire des hommes et des femmes. C'est d'abord un écrivain de grande exigence, un écrivain qui donne tout à l'écriture et à la vie. Je salue Blaise, je salue l'ami, je salue Blaise, l'écrivain, inquiet de la pensée, inquiet de l'humanité, inquiet de ce que peut la littérature. La présence de Blaise ici en Amérique est essentielle. Sa littérature, ses écrits, je veux dire, apportent une voix singulière dans la construction du Québec et du Canada. Je dis bravo à Blaise et merci d'être là. Mais mon ami, alors là, on va se quitter, là, il n'y a plus rien à dire. Tu m'as vendu comme, on dirait à Kinshasa, l'Ikaya Bunawenze, comme du poisson sur le grand marché de Kinshasa, chacun prendrait un morceau, on se quitterait sur ce bon mot. Je m'incline très humblement. Tant d'honneur. Qu'est-ce reste-t-il à dire après cela? C'est un grand plaisir. Blaise, tu es président du Salon du Livre de l'Outaouais. Donc, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait pour être président d'un Salon du Livre à l'Outaouais. C'est que ça m'a étonné. Comment tu as accueilli cet honneur? D'abord, René, je remercie le Centre des Amériques, je remercie tout le public qui nous rejoint d'un peu partout et je te remercie toi d'avoir accepté de te prêter à cet exercice assez délicat parce que nous allons nous dire des choses dont nous parlons toi et moi jour et nuit, hein, à toutes les occasions, aussi bien sur le chemin des ports à piment
en Haïti que dans un avion qui nous amène à Saint-Malo. Donc, c'est un peu un retour vers des chemins que nous empruntons assez régulièrement. Quant à la question, mais je dirais que c'était surtout une surprise. La personne qui m'annonçait cette nouvelle, qui m'apprenait que j'avais été choisi pour être le président d'honneur de la 43e édition de ce salon, est une personne que je connais. Donc, j'ai d'abord pris ça pour une blague, une belle plaisanterie amicale. Je dis, mais c'est pas possible, je n'ai publié que 3 livres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'autant plus, et ceux qui sont dans la région ou ceux qui s'intéressent à ce salon le savent, plus souvent qu'autrement, nous avons surtout eu des présidents d'honneur qui nous venaient d'ailleurs, de notre très belle francophonie, mais de Montréal ou d'horizons aussi lointaines que l'Acadie. Je pense ici à Naomi Fontaine, qui est une amie commune, qui a été présidente à l'édition, l'avant-dernière édition. Je pense à Kim Thuy, qui nous venait également de Montréal. Et je multiplierai des exemples comme ça. Je pense aussi à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques années, en 2017, mais c'était la première fois que j'arrivais comme auteur à ce salon, M. Garneau. M. Garneau, qui était alors président de ce salon. Donc, de voir le conseil d'administration porter son dévolu sur moi, c'était une surprise. Mais je l'ai surtout pris, d'une part, avec beaucoup d'humilité. Comme je le disais, je n'ai que 3 livres à faire valoir. Tu as beau dire tout ce que tu dis, René, ce n'est que 3 livres en fin de compte. Hein. Ça tient sur une petite place dans une bibliothèque. Et puis, d'autre part, je l'ai vu aussi comme une forme de reconnaissance. Parce que je suis né écrivain à Ottawa, tu l'as dit. J'ai toujours écrit, mais c'est à Ottawa que je suis devenu écrivain en publiant mon premier roman chez les éditions L'Interligne. Donc, ma région, que mon bercail littéraire me donne cet honneur, l'année de mon 3e roman, l'année de mon 15e hiver au Canada, c'est quelque chose qui m'est allé droit au cœur. Donc, je l'ai accepté avec plaisir, évidemment, et avec, encore une fois, beaucoup d'humilité. J'irai danser sur la tombe le premier roman et que comme un premier roman, j'ai trouvé que ce livre, je parlais de tes phrases, j'aimerais bien commencer par lire, mais vraiment les premières phrases du livre. Et comme sous le contrôle d'une chape bienveillante, la chaleur s'était arrêtée aux portes des vestiaires. Il flottait dans la pièce peinte en vert et blanc une fraîcheur qui s'était engouffrée dans le ventre du stade à l'ouverture des portes métalliques. C'était quelques heures plus tôt, et puis tu continues. Et là, tu installes pour nous ce qu'on appelle le combat du siècle. Est-ce que tu peux nous en parler au public de ce livre qui a trouvé un très vaste public, qui a eu des résonances et qui va être un film que l'on va voir assurément, Blaise? Alors, il y a plusieurs manières d'amener ces livres. Je pense que ça serait beaucoup plus juste de revenir à la dédicace tout simplement, parce que ce livre est dédié à quelqu'un qui m'est très cher, qui est mon oncle Eustache, que nous appelons familièrement en famille Abou Nidal. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un terroriste, c'est un grand amoureux de la rumba. C'est si expliquant cela. Cet oncle était donc un très grand amoureux de la rumba et un grand passionné également de la boxe. Il se trouve que quand j'étais jeune et que je n'avais même pas conscience, on est quoi, en 74, je devais avoir 2 ans, donc je ne connaissais rien de l'histoire de la boxe et encore moins de grandes figures qui étaient Mohamed Ali et George Foreman. Il se trouve que cet oncle-là, lui, était présent dans le stade de Kinshasa, le stade du 20 mai, comme on l'appelait à l'époque, où se tenait donc ce combat entre Mohamed Ali et George Foreman, précédé d'un grand bal musical, d'un festival de musique noire, où on avait pu voir B.B. King, James Brown et bien d'autres. Et des années après, lorsque je suis devenu adolescent, il m'a bassiné l'histoire de ce combat qui l'avait beaucoup marqué. Et parce qu'il était passionné de musique, comme je l'ai dit, mais parce qu'il était également un grand fan du groupe Zaïko Langalanga. Et que ce combat en particulier l'avait tellement marqué qu'il s'était mis à pratiquer de la boxe. Et lorsque le Zaïre, puisque le pays s'appelait ainsi, a connu toute la décrépitude, tout l'essiolement, la dégénérescence qu'on a connue, il s'est retrouvé, lui, à se cramponner à ce passé, à s'accrocher à cette époque qui était pour lui une sorte de paradis perdu. Le grand soir du Mobutisme, la période où Mobutu était encore fringant, pouvait faire bouger l'ensemble du continent. Et donc, il me vendait sans cesse cette époque lointaine, cette époque de passé, à travers ce combat. Et il me disait régulièrement, mais Blaise, tu aurais dû être là, tu aurais dû être dans ce stade, assister à la musique de Rochero, de Tabouley, de Zaïko Langalanga, et voir comment Mohamed Ali a terrassé au 8e round George Foreman. Et donc,
cette nostalgie qui l'habitait et qui le faisait regretter ce Zaïre que par ailleurs il honnissait, qu'il le conchiait parce qu'il était aussi le symbole, n'est-ce pas, de cette dictature mobusienne. Cette idée m'a traversé, m'a habité longtemps. Et lorsque j'ai voulu écrire cette histoire dans des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas beaucoup, en bref, un chantage d'une amie ici au Canada qui avait trouvé un manuscrit dans mes bagages et qui voulait l'envoyer chez un éditeur parce qu'elle estimait que je serais nécessairement publié parce que selon elle, j'avais du talent. Quand j'ai voulu la calmer en lui disant, mais il me faut écrire quelque chose de beaucoup plus sérieux et de l'envoyer peut-être cette fois-ci à un éditeur, j'ai pensé à cet oncle-là, j'ai pensé à toute cette nostalgie qu'il traînait, à toutes ces nuits, à tous ces soirs qu'il a passé à essayer de me faire regretter de ne pas avoir été au stade de Tata Raphaël. Et donc, j'ai convoqué l'image à la fois de George Foreman et de Mohamed Ali et évidemment la grande figure de Mobutu pour voir qu'est-ce qui était en quelque sorte le sous-texte de ce Zaïre qui amenait ceux qui avaient subi la dictature mobusienne à regretter en quelque sorte le bourreau qui avait été le leur. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'écrire ce roman, qui est par ailleurs un roman d'apprentissage, ainsi que les lecteurs qui l'ont lu, on puisse s'en rendre compte. J'aime beaucoup, Blaise, l'arrière-fond historique. Tu as parlé je ne veux pas réduire le roman simplement à l'histoire, parce que dans tous tes romans, l'histoire de l'Afrique est toujours très, très forte, mais il faut dire que c'est de véritables fictions, de véritables constructions. Tout est roman, un jeu de construction. Mais en dehors de ce match de boxe, mais c'est comme si moi, j'ai lu dans le sous-texte, quand je lis ce livre-là, je lis comme le combat entre Léopold Sédar Senghor et Mobutu. C'est comme si en arrière-plan, il y a un combat et que c'est comme si et que Mobutu avait décidé d'offrir en fait à son peuple, à l'Afrique et à toute la communauté noire, et le cadeau d'accueillir ce combat-là, celui qui allait devenir le véritable combat du siècle. Effectivement, je disais tantôt que la nostalgie de mon oncle est comme lui, d'autres Zaïrois de l'époque qui revenaient aux années Mobutu, reposaient sur le personnage de Mobutu, la grandeur que Mobutu supposément avait fait du Zaïre. Et cette grandeur, on ne pourrait pas en parler si on ne se place pas à cette époque où les pères des indépendances, comme on les a appelés, guerroyaient en quelque sorte, rivalisaient d'idéologie, de vision de ce qu'ils comptaient faire de ces indépendances qu'ils venaient d'arracher des colonisateurs. Et dans le cas de Mobutu, il y avait cette idée d'authenticité qu'il définissait comme la nécessité pour les Zaïrois, pour les Africains, d'être eux-mêmes et non pas ce que le blanc voudrait qu'ils soient. Cette idéologie, on le verra bien, était en réalité une sorte de réponse qu'il donnait à Senghor, le père de la négritude, qui lui faisait en quelque sorte de l'ombre. Et pour le romancier que j'étais, la quête que j'avais lorsque je voulais donner un sens, en tout cas lorsque je recherchais le sens caché de cette grand-messe qui avait été offerte aux Zaïrois et qui avait ébranlé l'Afrique, qui avait secoué le monde, c'était de voir les motivations qui habitaient les dictateurs. Pourquoi voulait-il à tout prix cette grand-messe? Pourquoi voulait-il en mettre plein la vie à son peuple? Que cachait-il? Alors évidemment, du point de vue interne, il cachait tous les massacres, toute la chape de plomb qu'il avait étendue sur son peuple, et du point de vue extérieur, il voulait se positionner comme lui aussi le coq qui chantait dans la cour noire, hein, le coq, la grande figure en fait, la grande figure tutélaire qui pouvait rivaliser avec Senghor, le père de la négritude. Et c'est comme ça que dans les motivations fictionnelles de ce combat, je lui ai prêté donc cette idée selon laquelle, ayant appris que Senghor allait obtenir le prix Nobel de littérature, eh ben, il a sorti de son chapeau cette espèce de coup de poker pour pouvoir remettre ainsi les Sénégalais à sa place. Mais l'on sait qu'entre la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'une vache, pour revenir à la fable de La Fontaine, et les dictateurs qui avaient autrefois porté le treillis, il n'y avait pas match, comme diraient les jeunes. L'un était quelqu'un qui voulait le meilleur pour son pays et qui l'a prouvé à travers à la fois son action littéraire et son action politique jusqu'à un certain point. L'autre était plutôt quelqu'un qui était habité par une folie des grandeurs qui nous a amenés, hélas, là où nous sommes arrivés. On a travaillé, on a parlé de ce roman, en fait, incontournable, le premier roman de Blaise Ndala, J'irai danser sur la tombe de Senghor. On voit
D'ailleurs, les intertextes, j'irai danser sur la tombe et puis le nom de Senghor. Merci Blaise pour ce merveilleux texte événement. Donc, on passe au deuxième texte, Sans capote ni Kalachnikov, de Blaise Ndala, qui est aussi en édition de poche chez Mémoire d'Encrier. Et je vais faire le même petit exercice, Blaise. Il y a quelque chose qui m'a surpris. On a parlé de Rachid, on a parlé du film, que ce livre, que ton premier livre, J'irai danser sur la tombe. J'espère qu'ils vont garder le titre J'irai danser sur la tombe de Senghor pour ce film, parce que c'est un si beau titre. Et ensuite, dans ton deuxième roman, Sans capote ni Kalachnikov, ça commence un an après la sortie du film La nuit des Oscars. Ça commence, on est directement dans le cinéma et tu nous plonges, comme tu l'as fait avant, dans les coulisses du stade pour le match. Et là, on est en plein dans le cinéma et je lis Los Angeles, le 24 mars 2002. Après s'être assuré que ses lèvres étaient le point de mire du milieu-dieu, avide de surprise, la présentatrice, cheveux coupés en brosse et lunettes ovales, se racle la gorge, cligne de l'œil et souffle d'une voix de velours. Mesdames et messieurs, l'Oscar du meilleur film documentaire est décerné à Véronique Quesnel du Canada pour etc., etc., etc. Donc, et là, tu nous mets déjà en plein dans cette espèce de représentation. Donc, représentation dans la représentation. Blaise et Sans capote ni Kalachnikov a connu un succès fou, un immense succès. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, en fait, profondément, je dirais profondément africain, peut-être le plus africain de tes livres? Ah, c'est celui-là le plus africain de mes livres, alors. J'imagine. Ce livre-là, il a mûri longtemps. Tu le disais tantôt, je prends mon temps pour coucher les histoires que j'ai écrites. Ce livre, il est né en réalité, maintenant que j'y pense, d'abord d'une série d'observations que j'avais faites. Ceux qui connaissent la famille, la mienne, savent que mes parents sont à l'origine d'une des plus anciennes ONG de développement au Congo et de droits de la personne qui avait été lancée au début des années 90, lorsque Mobutu a ouvert l'espace politique aux associations et ensuite le multipartisme s'en est suivi. À cette époque-là, j'étais à la faculté des droits et donc j'accompagnais, je finissais mon secondaire, ensuite je suis arrivé à la faculté des droits et j'accompagnais mes parents dans ce qu'ils faisaient dans cette ONG. Et donc j'ai pu de très près voir ce rapport un peu trouble entre ce qu'on appelle le coopérant, la coopération internationale avec ses différents embranchements et ses différents visages, qui arrivaient et qui travaillaient avec nous sur des agendas qui visaient le développement ou les droits de la personne au Congo et qui avaient parfois leurs propres attentes, leurs propres priorités, leur manière de voir la façon dont ils devaient nous aider à être autonomes, à être plus riches, à être plus indépendants et consorts. Et puis je voyais aussi le regard que nous, les Congolais, dans les ONG et autres, portions sur cette main qu'ils venaient nous donner. Et je peux dire qu'à partir de là, j'ai vu qu'il y avait quand même un rapport de force, un rapport de pouvoir entre celui qui donne et celui qui reçoit, qui disait beaucoup sur la condition humaine de manière générale et sur le rapport entre le Nord et le Sud, mais plus particulièrement le regard et l'utilisation, parfois l'instrumentalisation de la pauvreté, de besoins qui naissaient au Sud. Et là, c'était le Congo, mais c'est quelque chose d'assez valable dans différents contextes. Et ça m'a longtemps travaillé de voir comment le besoin, la pauvreté, comme on l'appelle, la misère parfois, comme on l'a défini dans les statistiques et dans les rapports qui parlent de développement, était pratiquement un bien vu de l'Occident sur lesquels on menait un certain nombre de politiques et sur lesquels on avait un certain regard qui pouvait définir qui était celui qui recevait. Et quelque temps après, quand j'arrive en Belgique, il se passe un événement que beaucoup ont dû suivre. Il s'agissait de l'affaire de l'Arche de Zoé. Et là, ce sont des enfants dits orphelins qu'on est allé chercher dans le nord du Tchad, qu'on a fait passer pour des orphelins du Darfour. Bref, une association française, dans le cas d'espèce, qui a voulu exploiter la détresse de ces gens qui étaient dans ce camp et la détresse des familles françaises qui se trouvaient en Europe qui voulaient les adopter. Donc, cette histoire qui travaillait dans ma tête, qui me disait, mais
dans le rapport du don, de la charité, de la solidarité internationale, il y a peut-être quelque chose de pas très, très catholique, de pas très clair. J'en ai vu la manifestation à partir de ces événements-là. Et donc là, j'ai voulu, comme romancier, ajouter au réel ce supplément d'âme qui lui manque pour essayer de nous amener à prendre à bras le corps des phénomènes comme cela et de les regarder peut-être avec un peu plus de subjectivité et de voir dans ces faits qu'est-ce que ce genre de don, qu'est-ce que l'instrumentalisation de la pauvreté de pays comme le Congo, comme Haïti, comme le Tchad, disait de rapport entre le Nord et le Sud. Et donc, ça a donné lieu à cette histoire où, au nom de la solidarité, au nom de la charité, eh ben, une cinéaste part de Montréal, après avoir échoué à s'imposer dans l'univers cinématographique nord-américain en s'intéressant à la question autochtone, s'en va donc en Afrique, dans cette région de Grand Lac, pour pouvoir réaliser le film qui devrait exposer la condition des femmes violées et de la violence sexuelle dans l'Est de ce qui, en réalité, correspond à la République démocratique du Congo. Mais on aurait tort de penser que ce regard soit moralisateur ou manichéen en ne présentant que le bien des uns et le mal des autres. Parce que la complexité qu'on découvre dans ce roman, que je l'espère, et ceux qui le liront seront d'accord avec les critiques qui en ont parlé, démontrent qu'en réalité, dans ces rencontres troubles, l'homme étant un loup pour l'homme, le mal n'est pas que dans un camp, mais dans le don qui est ou dans la vocation ou l'appétence à l'aide, à la charité qui est donnée, se trouve quand même un piège sournois duquel il faut pouvoir se méfier au-delà évidemment des images et des discours que l'on peut entendre sur l'aide, justement, les images qu'on peut nous laisser sur les écrans sur la nécessité de se mobiliser pour telle cause, qui parfois sont dévoyées parce que derrière cela, comme Véronique Kennel, la cinéaste, peut le montrer, des agendas personnels, des objectifs moins réluisants, des procédés douteux à l'heure de l'image, au siècle où l'image prend une place importante dans les gestes que l'on pose en termes de solidarité, peuvent être autant des pièges que l'on peut éviter. Donc l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur le sens de ce genre de solidarité, si solidarité il y a, et des conséquences que ça peut avoir, et du regard que cela génère, impose entre celui qui donne et celui qui reçoit. Merci Blaise. Il y a effectivement une quête de sens sur l'Afrique, sur la coopération. Je pense que c'est important ce livre. On en a beaucoup parlé, les lecteurs, les lectrices en ont beaucoup parlé sur la main qui donne, de comment questionner la main qui donne, et puis sur la marchandisation de l'autre, de l'altérité. On a parlé de l'enfant soldat, mais au fond de tout ça, Blaise, il y a le cinéma, il y a vraiment, c'est très corsé, il y a la guerre, il y a vraiment la guerre, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un regard, je dirais, décolonial. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre on sent, quand je dis ton livre le plus africain, c'est comme un regard africain sur l'Occident. C'est-à-dire c'est l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé souvent parler des gens comme Blaise Ndala sur la coopération, sur les enfants soldats, et je pense que c'était voulu. On a entendu ta voix, Blaise. Oui, je suis d'accord. Dès quand tu dis que c'était voulu, oui, c'était voulu que ça soit présenté de cette manière-là. C'était voulu que je tente de raconter à travers des personnages Fourmi Rouge et Pétiché, donc des anciens soldats, l'histoire de ce regard de l'autre côté de la caméra. Parce que quand Véronique Kennel arrive pour filmer ce drame-là, en fait, elle est dans la continuation d'une manière de voir, de montrer l'Afrique qui remonte à très très loin, qui remonte à l'époque de voyageurs, comme on disait, des aventuriers, des explorateurs, à l'époque où Léandre Gide nous ramène Voyage au Congo, à l'époque où Joseph Conrad écrit Au cœur des ténèbres, romans dans lesquels, évidemment, les Africains n'ont pas droit à la parole, romans dans lesquels les Congolais, puisque ça se passe dans l'État indépendant du Congo, n'ont pas de nom, n'ont pas d'histoire, n'ont pas de tradition. D'ailleurs, la première fois où Conrad donne la parole à ces gens-là, c'est pour leur faire dire qu'il leur réclamait de la viande humaine à manger sur le bateau où Marlowe se trouvait pour aller sur le fleuve. On est dans cette tradition
dans ce narratif monolithique et unilatéral où l'Occident colonial et postcolonial raconte l'Afrique et raconte l'Africain. L'Africain est le sujet de l'histoire, mais n'est pas un sujet actif, un sujet qui raconte, qui parle de lui-même. Et lorsque cette femme arrive et se donne pour ambition de vendre la guerre de la Cocanie, de parler de ces femmes, quels que soient les mobiles qu'elle peut avoir, l'histoire qu'elle raconte peut ne pas être exactement celle qui est vécue par les intéressés. Alors la manière de leur donner cette parole qui leur avait été confisquée très longtemps, même si ce n'est pas original, parce que d'autres l'ont fait également avant moi, mais c'était justement de prendre la caméra, de la transformer en carnet et de la donner donner à ces deux jeunes gens qui vont donc nous donner leur propre narratif de cette histoire-là. Et donc de nous montrer qu'au-delà de ce que l'histoire peut raconter, le cinéma, le 7e art et tous les arts qui racontent, qui sont autant de véhicules pour parler, pour figer l'Afrique dans un type de narratif, quand les Africains, quand ceux qui sont impliqués directement dans ces événements peuvent s'exprimer, la réalité peut être beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe. Pas parce qu'ils se dédouaneraient. On n'est pas dans, je ne suis pas dans une logique, n'est-ce pas, où tout est beau parce que nous voulons embellir, je ne sais pas, nous voulons dorer la pilule du drame africain. Non. Parce que là-dedans, les deux personnages ne font pas l'impasse sur leur propre responsabilité, sur la situation chaotique qui est la leur et qui est en quelque sorte la métaphore du sort de l'Afrique. Mais ils montrent aussi que dans ce regard, dans cette caméra qui a été mise sur eux, il y a une partie de leur détresse, il y a une partie de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus, qui est instrumentalisée à des fins d'image, à des fins mercantiles, parce que pour Véronique Henel, faire ce film-là, c'est aussi se donner rendez-vous avec Hollywood, c'est aussi se référer à une certaine image qui correspond à ce qu'elle entend réaliser après les échecs qu'elle a essuyés chez elle. Et ça nous ramène, je terminerai par ce détail-là, sur toute la question qu'on a pu voir dans beaucoup de pays en développement. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, où on voit des personnes qui n'ont parfois aucune formation, qui se rendent dans des pays que l'on dit pauvres, pour exercer des fonctions ou apporter une pseudo-aide dans des domaines où ils n'ont aucune compétence, donc ils ne sont d'aucune utilité. Et donc, c'est cette façon de faire qui m'a fait m'interroger et qui m'a amené à changer un peu la caméra des bords, encore une fois, pour que le narratif, cette fois-ci, nous vienne de l'autre côté et que peut-être ça nous pousse à ne pas toujours prendre pour argent comptant tous les discours que nous écoutons, les lénifiants au sujet de l'aide et au sujet de la pauvreté de certaines régions du monde. Merci Blaise. Nous passons au troisième roman de Blaise Ndala, comme je le disais tantôt, publié chez Seuil, publié en Côte d'Ivoire chez Vallès aussi, une maison d'édition africaine, et chez Mémoire d'Encrier à Montréal. Donc déjà Blaise, c'est une histoire en soi que ton roman, au même moment, soit publié sur 3 continents. Donc, je n'ai pas menti quand je parle de l'homme continent. Oh, mais toi qui connais Legba et ses mystères, Legba, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dieu des écrivains, le dieu des artistes dans la cosmogonie vaudou. Et donc, on se retrouve sur ce terrain-là. D'ailleurs, tu as donné à l'une des collections des mémoires d'Encrier le nom de Legba. Tu le sais, quand on parle de cette géographie éclatée, oui, le livre est en France, il est publié en Afrique par ailleurs. Je ne pense pas que j'ai tellement des mérites par rapport à cela. Je crois que c'est surtout un travail conjugué de gens comme toi qui s'investissent et qui croient en cette prédiction de Kafka, Franz Kafka, qui disait « Toute littérature n'est que aller à l'assaut des frontières ». Donc, il n'y a pas de littérature qui soit confinée à un territoire exigu qui serait le Canada, qui serait la France. Donc, une fois qu'il y a la littérature, elle a pour vocation, par essence, à transcender les frontières. Et ça, c'est possible parce que des gens comme toi, comme Frédéric Morat chez Seuil, comme mon agent Pierre Astier,
croyez effectivement que toute barrière qui pourrait empêcher un texte comme celui-là de ne pas atteindre un lectorat beaucoup plus large devrait être vaincue. Et donc, nous avons fait cela, nous avons rendu possible l'accessibilité de ces textes sur ces différents marchés. Et pour ce qui est de l'Afrique, je pense que ça a été d'autant plus important que ça permettait à ce lectorat de pouvoir acquérir le livre à un prix abordable. Mais c'est très, très bien. Je fais toujours mon petit speech sur le livre, mais j'aimerais montrer au public que le livre existe en lisant un bout. Je lis le commencement aussi, comment tu nous mets déjà dans les premières phrases, on est déjà dans le centre du récit. Et partout en couleur ou en noir et blanc, à droite sur la photo, c'était lui. Chaque fois que le commissaire général d'Expo 58, le baron Guido Martens de Nuremberg, avait eu besoin qu'il lui prêtât sa voix de velours, sa silhouette athlétique et son sourire de publicitaire, Robert Dumont avait répondu présent. Peu importait le jour, le lieu, le sujet, lui, l'un des argentiers les plus respectés de Belgique, homme à la mise soignée, à la ville comme dans la campagne ardennaise où il se repliait pour échapper à la frénésie de la capitale. Donc, etc., etc. Donc, on est à l'Expo 58, Blaise. Et tu nous introduis à quelque chose à la fois de douloureux, mais aussi de mémorable, qu'on ne doit pas, dans le sens où on ne doit pas oublier. Ce sont les zoos humains. Est-ce que tu peux nous parler de ce ventre-là, dans le ventre du Congo? Parce que j'ai bien, en te présentant, j'ai bien fait de dire que Blaise a vécu à Bruxelles. Tu as étudié à Bruxelles. Donc, c'est intéressant. Congo, Bruxelles. Et tu es venu à Ottawa. Dans ton ventre, il y avait le Congo, Bruxelles et Ottawa. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes aussi, Blaise, parce que tu as rencontré à Rimouski, en fait, dans ta géographie, il existe Rimouski, quelqu'un qui a assisté à cette Expo 58, c'est mon ami Jean Kabuta que tu as rencontré. J'aimerais bien que tu nous... Donc, il y a des traces de l'Expo 58 qui sont encore vivantes. Oui, rencontre émouvante à Rimouski, je vais y revenir, mais à la base de ce roman, c'est une découverte assez déroutante, en fait. J'en ai parlé ailleurs. J'arrive en 2003 en Belgique pour mon troisième cycle en droit. Et donc, il y a cet ami belge qui m'invite à Tervuren, qui est la ville où se trouve le Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren. Et là, je découvre donc 7 tombes des Congolais qui sont inhumés là-bas et qui avaient été exposés dans un premier village congolais, comme on l'appelait, en fait un zoo humain, et qui avait été érigé en 1899 déjà, à l'époque, 1897, pardon. Et des gens qu'on était allés chercher dans le Congo profond par des médecins, des missionnaires belges et qu'on avait ramenés pour les exposer. C'est l'époque des zoos humains à travers toute l'Europe, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. Pendant 2 siècles et demi, eh bien, on allait chercher le sauvage qui en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui au nord du Canada chez les Inuits, qui dans le bassin du Congo, pour donc nourrir la curiosité, l'exotisme de l'homme européen. Et puis, accessoirement, démontrer aux masses européennes, au bon peuple, que la mission civilisatrice dont s'était investie l'Europe des Lumières vis-à-vis de peuplades des marges n'était pas une affabulation. Vous pouviez voir le sauvage, vous pouviez voir comment il avait les dents taillées, comment il vivait dans sa jungle et pourquoi il était important de sortir le démon de l'animisme qui était en lui. Et donc, ces phénomènes se sont étayés beaucoup plus longtemps. Quand je veux faire cette découverte, évidemment, c'est là va m'ébranler. Mais ce que je vais découvrir après, alors que je suis en train de ruminer cette histoire et de me dire, si ça se trouve, l'un de ces gens, l'une de ces femmes, l'un de ces hommes pourrait être un de mes aïeux, si ça se trouve. Pendant que je rumine cela, eh bien, je découvre donc que beaucoup plus récemment, en 1958, comme tu l'as précisé, pendant l'exposition universelle donc, de Bruxelles de 58, il y avait un village congolais où des Congolais, par centaines en fait, dans le roman je parle de 11, mais ils étaient en fait 200 et quelques, avaient été encore une fois exposés, et puis ils ont fini par se rebeller, parce que oui, il y a eu des insultes, comme on entend encore aujourd'hui dans les stades, quand les joueurs noirs jouent, autre allusion que je retrouverai dans le roman, eh bien, ils ont été agressés, ils ont été violentés, insultés, et il y a une rébellion qui est née dans ce village-là, au pied du parc du Heysel, qui est
sur le lieu où se trouve le monument de l'Atomium à Bruxelles. Et donc, avec l'appui des associations des étudiants africains qui étaient en Belgique en ces moments-là et certains mouvements de la gauche belge, ben, on a mis fin à cette expérience. Ce que je ne savais pas, et comme tu l'évoquais, ce que je vais découvrir en allant à Rimouski, c'est que cet ami, ton ami, qui est un professeur d'université, faisait partie des enfants. J'oublie le nom de leur chœur. Ils étaient un chœur, une chorale de tout petit. Lui avait 8 ans à l'époque, hein, mais disait-il, il était là. Donc, on les avait exposés. On voulait montrer comment, sur eux aussi, la civilisation avait marché parce qu'ils pouvaient chanter comme n'importe quel enfant belge qui avait été à l'école. Donc, ils étaient la démonstration des bienfaits de la colonisation malgré eux. Alors moi, face à cela, face à cette part amputée de l'histoire, parce ce qu'il faut dire, c'est que ni en Belgique, ni au Congo, malheureusement, cette partie de l'histoire et tout ce qui est avant, tout ce qui entoure cette hiérarchisation des êtres qui a permis à ce que ces enfants, ces hommes et ces femmes soient exposés, ce pan de l'histoire commune entre Belges et nous n'a pas été enseigné. Et une manière, me semble-t-il, de rendre hommage à ces personnes-là, mais également d'essayer peut-être de rapiécer notre mémoire commune en y greffant ce qui a été tu, c'était d'inviter la fiction et donc d'essayer de bâtir une histoire autour de ces âmes oubliées, de leur donner des noms, de leur donner une vie, de leur donner un destin, de leur donner des rêves, de leur donner des parcours qui nous permettraient aujourd'hui peut-être d'apprendre un peu de ce que fut cette époque, de ce qu'elle nous a légué comme héritage, parce que nous sommes les légataires de cette idéologie, de cette manière de faire, de ce rapport vertical entre le peuple colonisé et colonisateur qui ont rendu possible ces choses-là. Donc, toute l'histoire de ce roman vient de là. Et puisque l'histoire, la narration dont je parlais tantôt, monolithique, qui s'est faite par les explorateurs, ensuite par les écrivains même, j'en ai cité, a souvent laissé de côté la grandeur parfois de certains anciens royaumes, de certains empires, en fait, de la civilisation qui existait avant qu'on vienne prétendument apporter la civilisation aux Noirs, puisque cela s'est fait en taisant, en enfouissant ce patrimoine ancien. Et je suis allé convoquer l'un des royaumes le plus illustre de ce Congo précolonial, qui est le royaume de Cuba, dont les arts sont extrêmement présents dans les musées occidentaux. Et je suis allé chercher une princesse donc de sang, une princesse de cette souche monarchique réelle qui existe encore dans le Congo contemporain pour la placer au cœur de la tragédie du Heysel. Et c'est à travers sa figure, et ensuite plus tard à travers la figure de sa nièce qui vient à sa recherche en Belgique dans les années 2000, que nous découvrons le cheminement donc de ce que fut la honte du dernier zoo humain européen. Dernier, pensais-je, jusqu'à la publication du livre, parce que j'ai découvert il y a à peine quelques semaines qu'en 1994, à Nantes, en France, à Nantes, oui. Il y avait encore un autre village. C'est dire si l'humain apprend ou n'apprend pas de ses erreurs du passé. Mais merci Blaise, parce qu'il y a quelque chose que, en publiant ton livre, en fait, dans le ventre du Congo, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de... C'est comme si c'est devenu comme une mémoire contemporaine. Et là, on a parlé de Jean Kabuta, que tu as rencontré à Rimouski, qui fait quelque chose de fabuleux qu'on appelle la Kassala, qui anime un groupe de poésie Kassala, qui a une forme congolaise, africaine. Je voulais te laisser le nommer, oui. Oui. Et puis ensuite, il y a Paul Kazak qui a publié son livre Ténèbres. Tu étais un de ses lecteurs. Donc, et je vois qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est au Congo maintenant, Paul Il est à Kazak? Kinshasa, il est au Congo, tu as salué. Il m'a envoyé Merci pour l'information. Des images d'ailleurs de Kinshasa. Absolument. Il y a Gilles Bibo, anthropologue, qui a vécu au Congo et qui était là à l'Expo 58 et qui, en lisant ton livre, a beaucoup témoigné. Et il y a le livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, qu'on a coédité ici, à Mémoire d'un cri avec Philippe Rey en France. Et on s'est parlé dans La pensée blanche. Et Lilian Thuram a aussi été le commissaire de l'exposition sur les zoos humains au Quai Branly. Donc, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il y a une espèce de
quand je te lis aussi dans le vent du Congo avec Paul Kazak, avec Lilian Thuram, je ne sais pas pourquoi, mais avec La Pensée blanche. C'est comme s'il y a dans tout ça une véritable pensée, dans ta fiction, une véritable pensée antiraciste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du racisme et de toi comme écrivain, comment tu regardes ça, avec quel œil tu regardes tout ce que tu nous expliques, les humains, la marchandisation de la misère, comment tu vois en fait en tant qu'écrivain, Blaise Ndala, le racisme? Alors, comme écrivain, comme tu peux le voir dans ce texte et de manière indirecte dans d'autres textes, la question du racisme, moi, elle m'intéresse fondamentalement dans ses ressorts. C'est dans ces ressorts que j'essaie de la traquer. Les manifestations contemporaines, nous les connaissons, des gens comme toi et moi les vivons. Nous n'en avons pas le monopole. Les Arabes, les Indiens, les Latinos, on est nombreux à les vivre. Mais ce sont les ressorts qui m'intéressent le plus comme écrivain. Et c'est pour ça que dans ce livre, de revenir. Je convoquais tantôt Conrad, je convoquais André Gide, j'aurais pu convoquer Victor Hugo qui ouvre ce roman. Si on avait lu l'épigraphe, tu aurais pu voir les mots de Victor Hugo. Hein. Je vais les lire pour ceux qui n'auront pas l'occasion de les trouver. C'est des mots que Victor Hugo prononce lors du 31e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Nous sommes le 18 mai 1879. On est à Paris, on a aboli depuis plus de 30 ans l'esclavage. Et parlant de l'Afrique, Victor Hugo dit ceci: Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Où le roi apporterait la guerre, apporter la concorde. C'est un long discours que d'autres ont lu, où il démontre carrément, et ce sont ces mots, qu'au siècle écoulé, l'Europe a fait de l'Afrique une terre, et au 19e siècle, il va falloir que l'Européen fasse de l'Africain un homme. Nous sommes au cœur du problème. Nous sommes dans la perpétuation d'une conception racialiste des rapports humains. Cette hiérarchisation que l'on retrouvait dans le traité sur l'inégalité des races de Gobineau, qui lui-même a aussi, n'est-ce pas, des prédécesseurs qui ont imposé cette science racialiste au nom de laquelle, on le voit dans le roman, on pouvait décapiter des chefs africains qui s'opposaient à l'arrivée des colonisateurs, amener leur tête, les garder jusqu'à aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles pour étudier en de mensuration et démontrer à quel point le crâne des Africains était plus grand, plus petit, pour asseoir l'idée selon laquelle donc il n'avait pas de civilisation, il n'était pas l'égal de l'homme blanc. C'est dans cette pensée-là qui a traversé le siècle des Lumières, comme on l'appelait, qui a été reprise par des esprits savants. Victor Hugo, ce n'est pas n'importe qui a habité de manière consciente ou inconsciente beaucoup d'intellectuels, des penseurs, des philosophes, des hommes de sciences de l'Europe de cette époque-là. C'est à partir de ça que s'est construit les discours sur l'Afrique. Les discours qu'on retrouve dans ce que Mudimbe appelle la bibliothèque coloniale, qui est l'ensemble de ces savoirs qui ont été produits par l'homme européen à cette époque, à partir de ces présupposés qui avaient encore une fois l'excuse scientifique qui leur donnait la légitimité et la pérennité qu'ils ont pu avoir, même si par ailleurs, après, la science a démontré que tout cela n'avait rien de scientifique. C'est dans ces ressorts-là que, comme écrivain, je juge, moi, utile de retourner à l'arrière pour essayer de mettre à côté du narratif qui est né de ces représentations et de ces histoires les pans de l'histoire qui ont été cachés. Si je convoque le royaume de Bakuba dont je viens de parler à la période où ce royaume est créé en 1625, je voudrais montrer que lorsque des ethnologues, des anthropologues comme Émile Tordet, le Britannique, comme Frobenius arrivent et qu'ils voient l'organisation politique de ces sociétés, de ce royaume, ils écrivent eux-mêmes que ce qu'ils découvrent leur fait penser à la Chine de la même période, si ce n'est à l'Égypte des pharaons. On ne peut pas, du même souffle, prétendre apporter la civilisation à des gens qui n'ont rien inventé, comme disait ni la poudre, ni le reste, comme disait Césaire, et en même temps attester d'une forme d'organisation politique aussi aboutie.
On ne peut pas avoir au XIVe siècle et au XVe siècle un royaume Congo florissant, qui a une monnaie, qui a une diplomatie agissante, qui a une représentation diplomatique à la fois au royaume du Portugal et au Vatican. Ça te dit quelque chose, toi qui as publié l'excellent roman de mon ami Wilfried Nsonde il y a 2 ans. On ne peut pas avoir des organisations politiques de cette nature au XIVe et au XVe siècle et venir prétendre, comme le fait Victor Hugo dans ce mot, que ces gens n'ont aucune civilisation. Des discours qui vont être repris par ailleurs, notamment par un certain Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, en 2007, pardon, à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, en disant carrément que le problème des Africains, comme on le sait, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire, ils ne sont pas entrés d'histoire. Ils ne sont pas entrés en histoire parce qu'ils perpétuent, ils n'attendent qu'il y ait la perpétuation des saisons, ainsi de suite. Des mots que j'ai retrouvés dans Au cœur des ténèbres de Conan. Absolument. Si on n'est pas conscient comme écrivain qu'il est nécessaire de raconter une histoire autre que celle-là, il est important d'exhumer ce qui a été tu, ce qui a été mis de côté, je pense que l'on ne comprendra pas le mécanisme qu'il y a derrière le racisme. Et on l'attaquera dans ses effets et non pas dans la construction intellectuelle qui l'a rendu possible. Merci Blaise, merci. Donc, on a terminé, on va passer la parole au public. Mais justement, avant de passer la parole à Alexandra, qui va te poser des questions du public, parce qu'il y a tellement plein de questions là, j'aimerais bien souligner, Blaise, que tu m'as appelé, on va passer la question au public, tu m'as appelé, je pense, en septembre, pour me parler d'un livre de notre ami, et Mon Garça, qui était la plus secrète mémoire des hommes. Tu avais dit un petit peu partout, et que ce roman, La plus secrète mémoire des hommes, du jeune Bougarsa, le jeune écrivain sénégalais, allait justement remporter le Goncourt. Et effectivement, tu avais raison de donner le Goncourt avant même le jury à ce jeune romancier Bougarsa. Merci de nous sortir de la bibliothèque coloniale et je laisse la parole à notre chère amie Alexandra qui attend impatiemment parce qu'elle a beaucoup de questions du public. Oui, exactement. Merci beaucoup, Rodney. Merci pour votre dialogue, les questions tellement éclairantes qui nous ont permis d'entrer en profondeur de roman de Blaise Ndala. Blaise, également, merci de votre générosité. Merci d'avoir partagé avec nous, avec les auditrices et les auditeurs, les secrets, la méthode, votre regard sur l'écriture, ce sont des informations tellement précieuses pour nous pour mieux comprendre votre plume. Donc, voilà, nous avons reçu quelques questions de nos auditrices et auditeurs. Donc, je vais commencer avec la première de la part de Madame Catherine Foulon, qui parle de la distance géographique. Monsieur Ndala, comment vivez-vous la distance géographique et temporelle vis-à-vis du Congo? Pensez-vous que votre regard s'occidentalise? Et moi, de ma part, je voudrais ajouter un petit commentaire. Blaise, vous avez ajouté tout à l'heure que vous êtes né en tant qu'écrivain à Ottawa, en écrivant votre premier roman. Et depuis, vous faites partie de cette grande famille d'auteurs franco-ontariens. Comment vous percevez cette culture de l'Ontario français? Merci, Alexandra. Je vais prendre le premier volet de la question sur la distance géographique et la distance tout court avec le Congo. Est-ce que mon regard s'occidentalise? Mais très certainement que mon regard s'occidentalise. Pas simplement comme écrivain, mais quand je parle avec ma mère ou mes sœurs, je vais prendre un sujet quelconque, que je leur parle de mon ami Mbougar et je leur dis toutes les misères que certains ont voulu lui faire parce qu'il a écrit un roman sur la question homosexuelle au Sénégal et que j'ai un cousin. Qu'est-ce que ça veut dire, grand frère? Que toi aussi, tu prends le parti des homosexuels? Serais-tu devenu blanc? Ce n'est pas que je sois devenu blanc. J'ai fait des études en droit de la personne. J'étais déjà quelqu'un de très sensibilisé sur ces questions-là. Mais de vivre dans une société comme celle-ci, où
même s'il y a encore évidemment beaucoup de combats à mener, la question de l'homosexualité n'est plus une question à débattre. Ils ont des droits comme n'importe qui et dans beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui, ils peuvent se marier avec qui ils veulent. C'est vrai que pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus, je veux dire, banal aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai intériorisé avec laquelle je vis très, très bien. Donc, le rapport que je veux avoir en lisant un roman de Bougar Sarr sur l'homosexualité, c'est un rapport qui a été très certainement influencé par l'environnement dans lequel je baigne. Moi, je crois beaucoup, comme nous dit Édouard Glissant, en la créolisation du monde. Personne ne va échapper à la créolisation du monde, ni collectivement, ni comme individu. Donc, le Congolais que j'étais il y a 30 ans n'a plus le même rapport au monde que celui qui vit aujourd'hui dans l'Ontario français. Parce qu'heureusement, au-dessus de ce fond que j'ai comme Bantou, comme Congolais, se sont ajoutées des couches, des identités multiples que j'ai embrassées en arrivant en Belgique, en étudiant le droit, en arrivant au Canada, en vivant au Québec, en étant dans l'Ontario français. Donc, c'est toute cette richesse qui aiguise mon intelligence, me semble-t-il, et qui font de mes textes peut-être ce qu'ils sont. C'est peut-être pour ça que je peux avoir un message d'un professeur de philosophie qui est à Ostende, qui est flamand et qui me dit « Mais Blaise, c'est pas possible, je lis ton roman, je me retrouve dans le personnage de Jeff l'Africain. » C'est peut-être que je suis peut-être devenu, sans le savoir, en vivant en Belgique, en mangeant la frite belge, en buvant la bière belge, peut-être un peu belge moi-même. C'est ça la magie de la vie. Et c'est pour ça que le racisme est une absurdité, parce qu'en nous, il y a toujours l'autre. Soni Laboutansi disait « Je suis un homme dans lequel tous les hommes se sont embourbés. » Je revendique aussi donc, ce mot de Soni Laboutansi. Donc oui, je ne suis plus exactement cet homme-là, même si je reste évidemment, et ça ne se cache pas, un auteur d'origine africaine. La question franco-ontarienne me parle énormément parce que de vivre ici, en Ontario français, et d'écrire en français, pour moi, c'est aussi un acte politique. Ça veut dire que je me positionne comme quelqu'un qui œuvre pour comment dirais-je, la cohabitation pacifique et intelligente de ce que le Canada peut avoir de divers culturellement. Hein. Donc, je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que dans 50 ans, dans 70 ans, il n'y ait pas de locuteur du français en Ontario français, en Acadie et ailleurs. Donc, chaque acte que je pose comme écrivain vivant à Ottawa, publié à partir de l'Ontario français, est un acte, me semble-t-il, je le dis sans... peut-être que ça peut manquer de modestie, mais pour moi, c'est un acte politique qui vise à ancrer la présence française dans ce bout du monde. Elle était là depuis 400 ans et mon souhait, comme celui d'autres franco-ontariens, que dans 400 ans, ceux qui viendront après nous puissent saluer cette diversité parce que c'est ça qui fait la beauté à la fois du pays, de ce pays et du monde. Exactement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah oui, totalement. Un acte politique d'écrire en français, mais c'est également une forme d'engagement, j'imagine, que vous prenez envers la langue française. Et autre chose, un petit commentaire de ma part, mais si quelqu'un qui se reconnaît dans vos romans, ça veut dire que vos romans sont empreintes de cette sorte d'universalité, n'est-ce pas? C'est ça qui est la beauté de chaque texte qui peut se promener à travers les frontières. Blaise, je passe à la question suivante qui vient d'Amy de Floride. Une question sur la harmonie et la dissonance dans votre écriture. Donc, je vous la pose. Un des traits les plus saillants de votre écriture, ce qui me semble, c'est l'harmonie que vous établissez entre les voix. Et aussi, comme on a vu dans les commentaires de Rodney Saint-Éloi, entre les arts, c'est-à-dire cinéma, écriture, musique. Et en même temps, vos romans n'essaient pas de résoudre tous les problèmes, toutes les contradictions ni les énigmes. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'équilibre entre harmonie et dissonance dans votre écriture? Je ne sais pas si j'ai toutes les clés parce que, comme je l'ai dit ailleurs, mes romans, pour moi, sont, et là je pense à ce que René disait, sont
comme de pièces musicales, comme de morceaux de musique. Quand j'écris, je recherche effectivement de l'harmonie. Il faut qu'en me relisant, je sente que les choses sont à la fois imbriquées, mais rentrent également s'expriment avec, comment dirais-je, s'expriment avec une certaine esthétique qui se suffit à elle-même. Si je sens que ça ne s'articule pas bien, si je sens que, par exemple, j'adopte un long passage qui devient ennuyeux, qui peut paraître peut-être moralisateur, je vais faire attention à ne pas aller dans cette direction. Donc, je suis quelqu'un qui me traque moi-même, qui soumet en quelque sorte à l'oreille tous les ingrédients que je mets dans mon roman. Et quand je me relis, oui, j'essaie de m'ajuster à chaque fois. Parce que moi, je n'ai pas étudié les lettres, je n'ai pas été dans des ateliers d'écriture. Ma foi, mon art à moi, il est à réinventer à chaque fois que mon oreille et que ma vue se confrontent à ce que je propose. Donc, c'est un équilibre d'ordre purement musical, dirais-je. Et Dieu sait si j'ai longtemps baigné dans la musique, qui me permet de rechercher cet équilibre pour que les différentes notes, l'humour, le côté lyrique dont on m'a beaucoup parlé dans le dernier roman, le côté qui peut paraître essayistique à certains égards, la composante historique, pour que tout ça puisse bien s'imbriquer et que aucune de ces parties n'écrase l'autre. Voilà, j'espère y arriver, mais c'est vraiment une recherche permanente que j'essaie de faire pour retrouver cet équilibre-là. Exactement. Et vous le faites à travers l'écriture, cet exercice continuel de retrouver la meilleure forme. Blaise, je continue. Hélène, la question d'Hélène Chaumienne. La question concerne le racisme. Je cite, je me questionne de plus en plus sur notre utilisation du terme racisme, quand cette discrimination sur la couleur de la peau, sur les origines, est vécue par différents peuples. Pouvons-nous encore parler de racisme quand on fait tous partie de la même race? Mais je comprends aussi que ce terme est puissant. Est-ce pour cela que nous le maintenons? Je pense que le terme, à mon avis, en tout cas, nous le maintenons parce qu'il montre l'absurdité même de ce à quoi il renvoie. Le racisme, qui est quelque chose de négatif, tend à mettre le doigt sur l'inexistence de la race. C'est ça le vrai problème. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, ce que nous voulons dire en déplorant les racismes, c'est que l'idée de la race, telle qu'on l'avait conçue autrefois, est une absurdité. Nous sommes une seule race, nous sommes la race humaine, et puis à côté, il y a les animaux, il y a le reste. Donc, le fait de dénier cette unicité de l'humanité sous le fait de quelque chose que nous partagerions fait naître cette stratification que l'on nomme racisme, qui fait que quand on est en face des Arabes et qu'on est blanc, on les méprise. Quand on est en face de Noirs et qu'on est asiatique, on les méprise et vice-versa. Donc le racisme, il est dans cet éclatement qui n'aurait pas dû être. Mais de l'autre côté, très naturellement, nous savons, je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent dire qu'il y a plusieurs races, il n'y a qu'une seule race. Ceux qui le dénient, ce sont ceux qui pratiquent le racisme. Exactement. Merci beaucoup. Blaise, encore une question concernant l'histoire en général. La connaissance de l'histoire de la colonisation, de moments critiques, de moments difficiles, de tragédies. Est-ce que l'histoire tout court, est-ce que c'est le pont qui mène au vivre ensemble dans le monde d'aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est le pont qui mène au vivre ensemble dans le monde d'aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'une meilleure connaissance de l'histoire de manière holistique, de toute l'histoire, nous permet de mieux nous connaître et peut-être de mieux construire ces vivre ensemble. Je vais donner un exemple. On a vu tous les débats qu'il y a eu en Belgique, en France et même ici au Canada sur certaines personnalités dont les monuments sur l'espace public ont été remis en question. Pourquoi cela en est-il ainsi?
c'est parce qu'à côté du roman national qui a été raconté dans chacun de ces pays, se trouvent des pans de l'histoire qui ont été escamotés, comme je le disais tantôt. Donc, connaître l'histoire sans exclusive, raconter toutes les histoires pour pouvoir en tirer le bon et le moins bon, c'est ça qui va nous permettre ensuite de bâtir le vivre ensemble. Parce qu'au moment où certains vont célébrer, je vais prendre un nom comme ça parce qu'il est revenu souvent, Napoléon comme le bâtisseur, celui avec qui Colbert a fait la richesse financière de la France, le dire à des gens qui vivent dans ce qu'on appelle la France d'outre-mer et qui sont des descendants des anciens esclaves et qui ont connu ce qu'ils ont connu du fait notamment de certaines de ces figures-là. Qu'est-ce que le message comme nation, comme peuple, vous leur envoyez? C'est ça l'histoire. Donc, si vous voulez enseigner le côté reluisant de certains personnages publics, historiques, à qui l'État estime devoir rendre hommage, il faut également enseigner à la fois les zones d'ombre, le côté moins reluisant qui ont été le leur, et d'autres personnages qui, de l'autre côté du mur, ont essayé de faire valoir les valeurs que ceux-là écrasaient. C'est le cas, je ne sais pas moi, de femmes comme Olympe de Gouges, qui est aujourd'hui célébrée, mais qui longtemps sont restées dans le noir. C'est des cas comme des personnages comme le chef Lusinga, qui est un roi congolais dont je parle dans mon roman, qui s'est battu, qui a résisté longtemps à l'arrivée des hommes de la 17e expédition de Léopold II, et dont la tête est gardée en Belgique, mais dont on n'enseigne pas l'histoire. Donc, si vous voulez mettre dans un parc de Bruxelles, où je suis allé encore récemment, quelqu'un comme Emile Storms, qui est celui qui a fait décapiter cet homme-là et le présenter comme les héros, que dites-vous aux enfants de Belgique, aux filles et fils de Belgique qui, eux aussi, se retrouvent parmi les victimes de ce bourreau? Vous devriez leur parler parallèlement de ce que furent les héros qui ont résisté à Emile Storms. Vous devez raconter toutes ces histoires-là. Je pense que c'est Glissant qui le disait. C'est lorsque toutes les histoires ont été racontées qu'arrive l'histoire. Voilà. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là et je pense que la littérature, comme les cinémas, Raoul Peck qui sort un livre formidable qui est lui aussi adapté de trois autres livres qui ont été écrits avant, sont autant de chemins qui peuvent nous permettre de rassembler toutes les pièces pour un jour lire l'histoire sans exclusive et mettre tout le monde au diapason afin que nous puissions construire ce vivre ensemble. Magnifique. Merci pour cette explication. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire de la professeure du Brésil qui dit « Événement magnifique, extraordinaire, ces parallèles entre l'écriture et la musique ». Également, un commentaire de Kalula qui s'adresse à vous, Blaise. Je suis en harmonie avec toi, cher Blaise, de bâtir son identité humaine avec les arguments historiques. Belle approche. Écoutez, ça va être fin de notre rencontre, de notre deuxième conversation littéraire. J'adresse mon immense merci encore une fois à notre auteur invité, M. Blaise Ndala, ainsi qu'à Rodney Saint-Éloi qui a mené avec brio cet échange lumineux sur le roman de Blaise Ndala. Et je tiens à remercier de votre présence, chères auditrices et auditeurs. Je vous rappelle que les livres de Blaise Ndala sont disponibles en plusieurs exemplaires dans la Bibliothèque des Amériques. L'adresse est bibliothèquedesamériques.com. L'adhésion est gratuite. L'entretien d'aujourd'hui, comme celui de la semaine dernière, a été enregistré et sera diffusé sur l'espace M du Centre de la francophonie des Amériques. Je vous remercie au nom du Centre de la francophonie des Amériques. Je vous invite à remplir le court questionnaire qui apparaîtra dans votre navigateur lorsque la conversation sera terminée. Nous organisons plusieurs programmes et activités qui sont gratuits, qui peuvent vous intéresser. Je vous invite à devenir membre du centre
à vous inscrire à l'infolettre du centre pour être tenu informé de nos activités. Et un courriel vous sera envoyé à cet effet dans les prochains jours. Les liens à l'adresse absolument à retenir, c'est francophoniedésamériques.com. C'est là votre point de rencontre. La prochaine conversation littéraire de Noire Amérique se déroule la semaine prochaine, mercredi prochain, 16 février à 18h. Et cette fois-ci, ça va être la rencontre avec Ketli Mars, grande voix de la littérature haïtienne. En vous remerciant encore une fois, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.